Merci Thierry, merci Roland, merci Armand d'avoir organisé ce symposium. Et donc moi je vais vous parler de la mise en pratique. Alors on va faire un cas clinique, mise en pratique. Monsieur P, 65 ans, consulte pour des palpitations invalidantes au repos, à la marge depuis 3 mois. Il n'a pas consulté depuis 1 an, il a une hypertension artérielle depuis 20 ans, traitée, bithérapie. Il a un pacemaker quand même, double chambre implanté il y a 6 mois. Son poids est à 68 kg pour 1m75. Il a, pardon, 6 ans, excuse-moi. Automesure, donc avec une nouvelle montre. Donc ça fait toujours plaisir de dire, tiens, je vais avoir un patient qui arrive avec une nouvelle montre. C'est la curiosité de la consultation. Mais son examen clinique, donc, retrouve des bruits du cœur irréguliers et il a une pression clinique. On prend encore la pression encore artérielle en 2024 clinique, peut-être pas dans l'avenir, mais en tout cas, on le fait toujours, 153,92. Il a une biologie avec une petite hypocalémie et reste du bilan normal. Alors, voilà, et donc c'est une vidéo, c'est mon patient, donc c'est la vraie vie. Donc, c'est un patient qui m'amène sa montre, et puis j'avais quand même des doutes sur la montre. Alors, c'était pas les marques connues, on va pas faire de plagiat, mais en tout cas, mais c'était une montre qu'il avait achetée sur Amazon. Et je lui dis, bah quand même, posez-moi la montre sur ma table et lancez une mesure. Je me suis dit, tiens, je vais tester la montre quand même, on va voir, parce que j'avais quand même des doutes. Donc, je regarde sur lui, est-ce que vous avez un dispositif? Non, j'ai pas de dispositif. Donc, il lance avec une petite toupiote qui s'affiche. Et donc, je me suis dit, bon, bah, on va pas avoir de pression artérielle. Eh ben, si. Donc, la pression artérielle de la table est à 123,77. De la feuille. Donc, ça, en pratique, bah, c'est un problème. C'est un problème pour plusieurs raisons. Les gens achètent. Et les gens viennent vous voir en consultation avec ça, et après, vous devez travailler. Et en l'occurrence, le patient avait une pression clinique qui n'était pas du tout celle de la montre, et il n'avait jamais eu avec sa montre une pression artérielle anormale. Donc ça, c'est bullshit, ça finit à la poubelle, même pendant la consultation. Et en fait, le problème, il est là. Le problème, c'est qu'on est à la frontière entre le wellness et le dispositif médical, c'est-à-dire que les gens sont prêts à aller acheter ces dispositifs. Donc là, on ne parle même plus de remboursement. Vous voyez que c'est un marché à 41 milliards d'euros actuellement dans le monde et que le business et le nombre en volumétrie de millions d'appareils qui vont être vendus, en 2023, on était à 134 millions de devices et on va monter à 456 millions en 2028. Donc les gens achètent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, parce que je vais vous parler, moi, des cuffless, c'est quand on demande aux gens, finalement, est-ce que si on vous demande de faire de l'automesure ou d'utiliser les cuffless, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de montée de pression, vous voyez que 93% des gens disent, moi, je préfère utiliser un bracelet parce que je ne vais pas comme ça avoir à me servir de l'appareil. Et alors ça, c'est pour l'automesure, mais quand on parle de la MAPA, vous voyez que quand on dit, est-ce que la MAPA est inconfortable, oui, ça prend la pression artérielle toute la journée pendant 24 heures, donc c'est vraiment inconfortable. Comparé au cuffless, cuffless, il n'y a pas mesure de pression, vous voyez, on est à 0, c'est très confortable d'utiliser les cuffless. Et si on demande aux gens, je ne sais pas, pour les cardiologues qui font de la MAPA, en tout cas, où vous faites une MAPA, voire une deuxième, c'est compliqué d'en faire une troisième chez le même patient parce qu'il en aura le bol au bout d'un moment. Et ça se retrouve là. Vous voyez que les gens vont préférer très largement utiliser des cuffless par rapport à la MAPA. Donc, en pratique, ça veut dire qu'il y a un marché, les gens achètent, et on va se retrouver avec ces dispositifs, et c'est à nous, scientifiques en tout cas, de pouvoir les valider. Et donc, comme on vous l'a dit, actuellement, que ce soit les recommandations de l'ESH 2023 ou de l'ESC 2024, actuellement, aucun dispositif cuffless n'est actuellement validé pour mesurer la pression artérielle et pour faire le suivi des patients. Donc, ça va probablement arriver, mais à l'heure actuelle, on n'a pas le droit de les utiliser. Donc, on continue notre cas clinique. L'électrocardiogramme est en rythme sinusal. Échographie semble toute normale, enfin pas de grosses choses, une oreille gauche à 35 ml mètre carré, enfin bref, pas d'inquiétude. Et donc, il a un pacemaker comme notre patient. Donc, le pacemaker, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde, il y a 3 épisodes de fibrillation auriculaire de 1 à 3 heures. Donc, le pacemaker, lui, enregistre 24-24, 7 jours sur 7. Donc là, on a vraiment un enregistrement permanent et donc qui est survenu dans le mois. Donc, il avait des palpitations. Est-ce que je dois anticoaguler ce patient? Donc, on va faire un sondage. Qui anticoagule ce patient? Levez la main. OK. Qui n'anticoagule pas? Ah. Bon. En tout cas, la moitié anticoagule. OK. Donc ça, on vous l'a montré en effet. Là, on n'est pas sur le pacemaker, sur les dispositifs. Donc, on vous l'a dit, maintenant, il faut une ligne électrocardiographique
quelle qu'elle soit, pour pouvoir poser le diagnostic, au moins 30 secondes. Donc maintenant, tous les dispositifs qu'on a, et notamment tout ce qui est montre connectée, Samsung, Apple Watch, Weezing, tout ce que vous voulez, vous pouvez faire du moment où vous avez 7 enregistrements de 30 secondes, vous pouvez poser le diagnostic et utiliser les critères SCHATS-VASc avec une petite différence sur les recommandations de l'ESC dont je vais vous parler en tout cas, mais en tout cas, ça vous permet de poser le diagnostic. Et tout ce qui est méthode non ECG vous permet d'évoquer en tout cas le diagnostic. Et ça, moi, je m'en sers en pratique. C'est si jamais j'arrive pas à attraper le diagnostic, c'est-à-dire que j'ai fait un holter longue durée, si j'ai pas d'indication de holter implantable, bah, je fais acheter les gens une montre. Donc j'essaie d'acheter, malheureusement les prix ont un petit peu augmenté, mais ça nous sert. Sinon, vous avez des systèmes type Cardia Livecore qui vous permet avec un petit dispositif de le connecter à votre smartphone et d'avoir un enregistrement ou le Home Run Complete dont on vient de parler. Alors le petit distinguo sur Score SCHATS-VASc, vous l'avez peut-être vu, la femme est sortie, enfin pardon, le sexe en tout cas, est sorti du Score SCHATS-VASc puisque maintenant il n'intègre plus en tout cas, le sexe en tout cas fait plus partie du scoring, donc c'est la petite différence par rapport aux dernières recommandations. Et il y a toujours l'HAS-BLED. Alors l'HAS-BLED, il est important, vous allez voir pourquoi il faut le faire en pratique. Donc l'HAS-BLED, c'est le score de risque hémorragique. Et donc vous voyez que en aucun cas il faut utiliser ce score pour remettre en question l'indication de l'anticoagulation. On est bien d'accord, on va prendre le score SCHATS-VASc et on ne l'utilise pas ce score pour savoir s'il faut anticoaguler. Un haut risque hémorragique, c'est un HAS-BLED supérieur ou égal à 3. Bon, il y a plusieurs items, je vais passer pour accélérer la présentation, mais en tout cas, retenez HAS-BLED supérieur à 3 parce que ça va vous servir. Ça va vous servir pourquoi? Parce que surtout ce qu'on vous a montré sur le management de la fibrillation auriculaire, sur à quel moment mettre un anticoagulant, vous voyez que là, on est en recommandation 3B, c'est-à-dire on n'utilise pas le score hémorragique pour décider de la mise en place d'un traitement anticoagulant. Vous avez eu 2 études sur les pacemakers et savoir s'il fallait anticoaguler à partir des pacemakers, NoAFNet et Artesia, qui étaient des études pour dire est-ce que si on dépiste de la fibrillation auriculaire sur les dispositifs médicaux, est-ce qu'il faut anticoaguler ou pas? Et bien ces 2 études, donc c'est une méta-analyse qui est parue dans Circulation, montrent qu'on prévient bien le risque embolique, on diminue de façon non significative la mortalité cardiovasculaire. Vous voyez que la mortalité toute cause augmente un petit peu. Le problème, c'est qu'on explose le risque hémorragique sans augmenter le risque d'hémorragie fatale. Mais globalement, quand on fait l'association des deux, finalement, ça va en défaveur de l'anticoagulation de façon générale. Et voilà pourquoi je vous disais que c'est important de faire le score SCHATS-VASc toujours, mais l'HAS-BLED. C'est la petite ligne dans les recommandations. Votre patient, donc, sur le contrôle de son pacemaker, fait de l'AFA. Et ben, c'est cette ligne en disant on peut envisager un traitement anticoagulant oral chez les gens asymptomatiques, donc sur des fibrillations auriculaires subcliniques, qui ont un risque embolique élevé et qui ont un risque hémorragique faible, c'est-à-dire HAS inférieur à 3. Donc vous pouvez anticoaguler dans ce cas de figure et pas en dehors. C'est-à-dire que si votre score HAS-BLED est élevé ou votre score SCHATS-VASc est faible, on n'anticoagule pas. Donc ça, c'est la petite nouveauté dans les recommandations 2024. Pardon? Oui, pardon, j'ai dit quoi? Oui, on peut le considérer. Tout à fait. Avec prudence. Avec prudence. Et donc sur la mesure de pression artérielle, donc ça je finirai sur cette slide. Donc les guidelines ESH 2023 nous disent on peut utiliser avec des appareils qui sont validés. Donc cela on vous en a parlé. Vous avez un site, comment savoir si l'appareil est validé ou pas? C'est le site Stride BP qui vous fait tout listing en fait des appareils qui sont validés, que ce soit brassard ou au poignet, et utilisez ce site pour savoir si vous achetez un appareil, en tout cas, est-ce qu'il est valide ou pas. Et les recommandations de l'ESC, donc ça c'est le message que vous a passé Roland, c'est en tout cas de dire, normalement c'est pas validé, plutôt méthode auscultatoire, mais je pense que le message c'est de dire qu'il y a quand même des appareils qui sont validés dans le cadre de la fibrillation auriculaire, et allez bien sur le site en effet, puisque ce site référence ceux qui potentiellement peuvent être utilisés. Donc en conclusion, les cuff safe, c'est probablement le futur. Donc, toute trace ECG supérieure à 30 secondes peut valider une fibrillation auriculaire. Donc, une anticoagulation peut être possible, là on vient juste de le dire, mais vraiment estimer la balance bénéfice-risque très clairement chez ces patients. Et en fibrillation auriculaire, l'automesure est possible.
avec des appareils validés, mais on peut privilégier la méthode auscultatoire. Voilà, je vous remercie.